Grand 4 si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, dans les questions de cours, j'ai appelé ça complément, ça me semble. Donc, le principe, c'est d'essayer d'appliquer un peu ce qu'on a vu à différents systèmes. Donc, il y a 3 systèmes qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, qu'on va voir jusqu'à la fin, plus exactement. Le premier système, c'est tout ce qui est lunettes astronomiques, enfin tout ce qui est système afocaux. Le deuxième système, c'est l'œil humain, comment ça fonctionne, d'accord, etc., etc. Myopie, hypermétropie, résolution angulaire, on va revenir sur un certain nombre de choses. Et le troisième truc qu'on verra jeudi sous forme d'un diaporama que je vous distribuerai, c'est l'appareil, c'est un petit truc en plus sur l'appareil photo. Mais c'est vraiment une histoire de, voilà, de descendre exponentiellement jusqu'à la fin du cours d'optique. Donc on est parti, petit 1, appareil d'observation, ou instrument. Instrument d'observation. Voilà. Alors en fait, dans les instruments d'optique, vous avez un peu 2 catégories finalement. Vous avez les instruments d'optique au travers desquels vous regardez, et les instruments d'optique sur lesquels vous projetez une image sur un film photographique ou un capteur CCD. D'accord. Donc en gros, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, ce qu'on va regarder dans ce premier paragraphe, c'est majoritairement les appareils d'optique au travers desquels vous regardez. Autrement dit, les objets sur lesquels vous posez votre œil et vous essayez de voir quelque chose à travers. D'accord. Donc on s'intéresse ici aux instruments d'optique au travers desquels on observe un objet. Alors, il y en a de plusieurs catégories. Vous connaissez bien sûr la lunette astronomique. Vous connaissez la version non renversée de la lunette astronomique qu'on appelle la longue vue. Alors ça, probablement, vous en avez jamais vu, ça n'existe quasiment plus. Par contre, vous connaissez la version avec 2 yeux d'une longue vue qu'on appelle les jumelles. Ça, c'est celle en général que vous connaissez, d'accord, les jumelles. Vous avez aussi le télescope, d'accord. Alors le télescope, on ne le verra pas puisque le télescope implique des miroirs sphériques, chose que vous ne savez pas manipuler. C'est la différence entre un télescope et une lunette astronomique. Juste pour information, une lunette astronomique, c'est des lentilles. Et enfin, c'est 2 lentilles. Un télescope, c'est un miroir sphérique et une lentille. D'accord. Donc ça, c'est la première catégorie. Et je fais une deuxième catégorie parce qu'en fait, tous ces objets-là servent à une seule chose, c'est à regarder les objets qui sont très loin. Les objets qui sont lointains, donc considérés comme étant à l'infini. Il y a un autre objet un peu particulier à travers duquel on regarde, mais cette fois des objets très près, c'est quoi? C'est le microscope. D'accord. D'accord. Où là, effectivement, on ne regarde pas des objets qui sont à l'infini. Alors, oui. Est-ce que on peut aussi rajouter là-dedans la binoculaire? Alors, pour moi, oui, un microscope, et il y a la version de binoculaire, effectivement, où il y a c'est 2 microscopes ensemble, si je ne me trompe pas, un binoculaire. Je crois que c'est ça, c'est juste, je regarde ça à travers. Et la loupe, effectivement. Alors, la loupe, c'est un peu différent. C'est un tout petit peu différent, parce que pour le coup, c'est pas un instrument. Tu passes pas ta vie à regarder à travers une loupe, en gros, si tu vois ce que je veux dire, quoi. D'accord. Donc, je la mets un peu de côté. C'est des exemples, hein, juste. Alors, de manière générale, il y a une définition un peu bête, mais qu'on donne jamais, mais ça vaut le coup. En général, ces systèmes-là sont constitués de 2 systèmes optiques. D'accord. L'un qui est vers l'objet original, qu'on appelle l'objectif, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'objectif. Et le deuxième, qui est vers l'œil, qu'on appelle l'oculaire. Il peut y en avoir entre les deux, mais il y a au moins ces 2 trucs-là. Celui où vous posez votre œil et celui qui regarde l'objet. C'est pour ça que la loupe, a priori, est un peu différente, parce qu'il n'y a qu'un seul système dans cette histoire. Donc, pardon, ces instruments sont en général constitués d'au moins
deux systèmes avec donc le système vers l'objet, qui est le premier rencontré en fait. Appelé objectif. Donc ça, c'est le premier traversé par la lumière dans cette histoire-là. Et le dernier système traversé par la lumière, c'est celui qui est du côté de l'œil, qu'on appelle l'oculaire. Le système du côté de l'œil appelé oculaire. Voilà. Alors, en fait, pour la majorité des... Alors, petite remarque, la longue vue et les jumelles ont trois systèmes optiques. Il y a une lentille à l'intérieur qui a pour seule fonction de retourner l'image. Mais si on a une lunette astronomique, par exemple, pour un télescope, il y a l'objectif, l'oculaire, point barre. Il n'y a rien d'autre dedans. Alors, l'idée est la chose suivante, on le reverra dans le paragraphe 2, quand on parlera de l'œil humain. Mais en fait, il s'avère que... Alors, il s'avère par ailleurs... un œil humain, alors bon, je sais pas comment on dit ça, on dit ça en général, mais un œil humain, utiliser ce terme-là, simple, on va dire, voit net un objet à l'infini sans effort d'accommodation. Donc là, je vais vraiment dire sans effort musculaire d'accommodation. Autrement dit, si vous n'avez pas de problème de vue, les objets qui sont à plus de 3 mètres de vous, vous les voyez sans faire d'effort particulier avec les yeux. Vous les voyez net sans faire d'effort particulier avec les yeux. Si vous voulez regarder les objets plus près, ce qui se passe en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est que vous devez contracter vos muscles, d'accord? Et ça va y avoir une modification de la distance focale de la lentille qui constitue vos yeux, votre cristallin, d'accord? Et vous allez ramener l'image au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment un truc extrêmement important. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en particulier, si vous faites une séance d'observation à travers une lunette astronomique, par exemple, ou avec des jumelles, il est extrêmement important en fait que ça ne vous fatigue pas outre mesure. Autrement dit, il faut que grosso modo, quand votre œil se pose sur l'instrument, vous n'ayez pas d'effort considérable à faire, parce que sinon, en fait, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous allez juste littéralement être éclaté. Donc en fait, pour cette raison-là, les objets au travers desquels on regarde sont toujours construits pour générer une image finale à l'infini. D'accord. C'est comme ça qu'ils sont fabriqués. Après, bien sûr, c'est toujours un peu adaptable pour s'adapter à la vision de chacun, parce que bien sûr, ça ne marche pas à tous les jours cette histoire. Mais dans le principe, c'est ça. Alors l'idée est la chose suivante, donc, pour cette raison, les instruments d'optique au travers desquels on observe sont toujours construits pour générer une image à l'infini. Donc en gros, quoi qu'il arrive, ça signifie que vous ne savez pas trop de quoi vous partez au départ, mais à travers votre instrument, ça signifie que vous générez une image à prime finale à l'infini. D'accord ? Ça, en fait, ça vous raconte aussi la chose suivante. Ça signifie qu'on ne sait pas trop d'où on part, mais quel est le premier système optique que vous traversez? Ben non, pas les yeux, justement. Le premier. C'est pas vous qui mettez derrière, c'est l'objectif, d'accord? Il va se passer plein de trucs là-dedans. Ouais. Une lentille, banc, standard, comme d'hab. Ouais. Si possible, ouais.
Donc vous partez d'un objet, on ne sait pas trop ce que c'est, ça va dépendre de votre instrument. Vous passez par l'objectif, il va se passer plein de trucs à l'intérieur en fonction du nombre de systèmes que vous avez, d'accord? Quel est les derniers systèmes que vous traversez? Non, ouais, enfin non, ouais, avant l'œil, on va considérer que l'œil ne fait pas partie du système en tant que tel. Donc c'est lequel? L'oculaire par définition. Et donc ça, vous générez à la fin une image finale A' à l'infini. D'accord? Autrement dit, qu'est-ce qu'on a forcément ici? Une image intermédiaire, certes, mais elle est où? Non, ça c'est ton cours de l'année dernière. Là, on va regarder les définitions. Au foyer image. Non, au foyer. Oui, foyer image. Non, pas au foyer image. Non. Au foyer objet, de quoi? De l'oculaire, d'accord? Donc ici, c'est forcément le foyer objet. Ou en tout cas, le plan focal objet, si jamais vous n'êtes pas dedans. D'accord? Je vais te mettre plan focal, ce sera peut-être plus mieux. Plan focal objet de l'oculaire. Donc ça, c'est un truc extrêmement intéressant. Dans ce genre d'appareil, la dernière image intermédiaire est située au plan focal objet de l'oculaire. C'est vraiment le truc qu'on cherche à faire. Donc la dernière image intermédiaire est située dans le plan focal objet de l'oculaire. Ça, c'est obligatoire parce que vous voulez générer une image à l'infini tout à la fin. D'accord? Et par définition du foyer objet, c'est ça qui se passe. Alors ensuite, il y a un autre truc, c'est quel est l'objet qu'on veut regarder. D'accord? Donc, bien entendu, pour le microscope, vous allez avoir un objet qui est à très courte distance, mais si vous oubliez le cas du microscope, si vous regardez des objets de type lunettes astronomiques, jumelles, longue vue, télescope, etc., etc., en fait, le but de ces objets, enfin le but de ces instruments plus exactement, c'est de regarder les objets qui sont très loin. Alors, je sais très bien que peut-être vous trouvez que très loin, genre 10 mètres, c'est peut-être un peu exagéré comme très loin. Par contre, n'importe quel objet stellaire, je rappelle que l'objet stellaire le plus proche de nous, c'est la Lune, d'accord? C'est déjà à 340 000 km. Si vous trouvez que c'est pas grand devant la taille de votre œil, si vous avez 2-3 problèmes d'ordre de grandeur. D'accord? Je ne parle même pas de regarder, donc je vous rappelle, si on fait plutôt des conversions en temps, je vous rappelle donc que la Lune est à peu près à 1 seconde lumière, que le Soleil est à 8 minutes lumière, que Saturne est à plus de 2 heures lumière, d'accord? Et que l'étoile la plus proche est à 4 années lumière, et que si vous regardez Andromède avec un télescope, d'accord, c'est à 2,5 millions d'années lumière. C'est grand devant la taille de l'œil, pas de problème, d'accord, là-dessus. Donc en gros, ça c'est une autre raison qui n'a rien à voir avec la nature physiologique humaine, c'est que en général, les objets qu'on va regarder à travers un système optique sont des objets qui sont lointains, tout simplement, et on cherche simplement à les grossir. Okay. Alors pour les grossir, c'est pas très compliqué, on cherche juste à augmenter la lumière collectée. Donc on cherche de surcroît, on cherche de plus à observer. Alors, j'ai écrit quand même, sauf pour le microscope, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Sauf pour le microscope, des objets lointains. On a donc, si je modélise la situation, j'ai donc un objet... Oui, je t'écoute. Ça veut dire que si on observe le Soleil avec un astronomie, Oui, je sais pas. avec un filtre. Avec Avec un filtre, sinon tu es aveugle. Ok, mais Voilà. du coup, imaginons qu'on l'observe avec le filtre, on voit ce qui se passe il y a une minute Tout à fait, dans le Soleil. tout à fait. Ah, je on ne peut pas, à l'instant T par exemple, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'instant T au Soleil. Bah, t'es où en 8 minutes. Je verrai dans 8 minutes. Voilà, et t'as pas le choix, c'est la vitesse de la lumière si tu veux. Ouais. Voilà. Au microscope, Oui, quand on cherche à regarder, entre guillemets, là c'est très près pour le coup. on va dire que c'est aussi un flou Ah non, pas du tout, non. Non, au contraire, tu vas avoir quelque chose qui est extrêmement près. Enfin voilà, ça dépend ce que tu fais, mais c'est extrêmement près en général, tu vas t'en servir comme loupe, donc tu seras dans la configuration loupe entre O et F. Donc non, c'est très très près. Pour le coup, non. Là, il y a le microscope, il y a rien à faire. D'ailleurs, en fait,
Donc on parle de grossissement d'un microscope, mais c'est un terme abusif en fait. Parce que en fait, bah, ni l'un ni l'autre. Parce que vous avez un objet de taille fine au départ et un angle à l'arrivée. Voilà. Et donc vous avez un exo dans votre planche d'exo qui s'appelle le grossissement commercial. En gros, ce qu'on appelle le grossissement sur un microscope, c'est le rapport entre l'angle sous lequel vous verriez un objet à 25 cm de votre œil et l'angle sous lequel vous le voyez avec le microscope. Donc c'est un ratio en fait entre ce qu'on verrait sans instrument et ce qu'on voit. Alors que quand on parle de grossissement pour un objet lointain, c'est juste. Alors on a donc en fait, si je résume la situation pour une lunette astronomique, vous partez donc d'un objet que je vais mettre comme ça. Ça vous va comme notation? Enfin, pour dire que ça peut être un objet en dehors de l'axe optique. Et par votre instrument, en fait en gros, vous avez votre objectif ici. On ne sait pas trop ce qui va se passer entre les deux, d'accord? Et à la fin, vous avez votre oculaire qui va vous donner en fait une image A' infini, B' infini. On est d'accord là-dessus? Et tout ça, en fait, c'est votre instrument. D'accord? Si je veux... Donc ça, je vous rappelle qu'on peut largement faire ça, c'est-à-dire prendre soit la totalité des objets ensemble et appeler ça l'instrument, en disant que ça c'est l'objet pour l'instrument et l'image pour l'instrument, ou en fait décomposer l'instrument en tous les sous-systèmes qui sont traversés successivement par la lumière. On est d'accord là-dessus? Si votre instrument, je vais y arriver, est fait d'un objet à l'infini, une image à l'infini, ça s'appelle comment un objet comme ça? Il est effectivement afocal, d'accord? C'est la définition stricte d'un système afocal, d'accord? Donc, propriété. Oui. Vous avez mis des primes en haut et la prime en bas et à côté vous avez... Ouais, c'est juste parce que je fais pas attention à ce que je fais, mais non, Parce que c'était inversé. c'est pas obligatoire que ce soit inversé, c'est vraiment juste. Dans une longue vue, c'est pas inversé, typiquement. En gros, une longue vue, maintenant, vous comprenez comment ça marche. Vous prenez une lunette astronomique, là, ça inverse. Et en fait, au milieu, vous mettez une lentille convergente, et vous savez, d'après votre cours, qu'une lentille convergente va générer un objet réel, une image réelle qui est inversée. Donc en gros, vous rajoutez un facteur -1 si vous le mettez en dimension 4F, par exemple, c'est-à-dire là où vous avez le truc le plus compact. Donc en général, on fait pas ça parce qu'on essaie de gratter un peu de grossir, un peu de grandissement au passage, d'accord? Mais si on veut juste faire un effet d'inversion, vous prenez au milieu une lentille convergente, vous la mettez en disposition 4F, et elle va juste vous retourner l'image et vous aurez une image réelle. Je termine en bas, donc il faut 3 lentilles pour le. C'est pour ça que je mets des petits pots au milieu, parce qu'il peut y avoir plein de trucs en fait entre les deux, d'accord? Donc un tel instrument est donc afocal. D'accord? Petite remarque, je fais la même ici. Qu'est-ce qu'on a ici, forcément? Ouais. Une image sur le plan focal image. Ça, de quoi? De infini, bien infini. Non, mais plan focal image de qui? Ah, de l'objectif. De l'objectif, d'accord? Donc ici, on est forcément sur le plan focal image. Ça, c'est le plan focal image de l'objectif. Et c'est là où vous allez retrouver le résultat que vous connaissez depuis l'année dernière. C'est que si jamais vous n'avez qu'un objectif et qu'un oculaire, alors forcément, ce dessin-là et ce dessin-là vous racontent que le plan focal image de l'objectif et le plan focal objet de l'oculaire doivent être confondus. Chose que vous avez déjà vu l'année dernière quand vous étiez à l'élève astronomique. Voilà. Donc l'année dernière, en général, on vous dit ouais, ça c'est une lunette astronomique et regardez comment ça marche. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire on cherche à faire une image à l'infini, on cherche à observer des objets à l'infini. On n'a que 2 objets, donc forcément les 2 foyers vont être confondus. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Le cas le plus simple. Et là, j'essaie de suivre mes questions de cours quand même. Et la lunette astronomique, dite aussi lunette de Galilée. Comme vous voulez, d'accord. Voilà. Donc en fait,
constitué de deux lentilles. Et en général, on prend des lentilles convergentes, même si on peut prendre une lentille divergente pour l'oculaire. On le fait en général pas pour une raison simple, c'est que les lentilles divergentes sont souvent plus épaisses que les lentilles convergentes. Et donc ça pose plus de problèmes de stigmatisme, de flou, etc., de perte de lumière. Donc je vais juste prendre deux lentilles convergentes. Donc L1 pour l'objectif. Donc pour l'instant je vais leur donner des petits noms. Et L2 pour l'oculaire. Donc si je résume un peu cette histoire-là, on va refaire ce qu'on vient de faire, mais dans ce cas particulier. Donc ça signifie que mon système optique il se présente comme ça. Prenez vraiment l'habitude de faire ce genre de rédaction entre guillemets, ça résume vraiment considérablement les choses. Vous allez d'abord passer par L1, vous allez ensuite passer par L2, d'accord? Vous observez un objet qui va être à l'infini, puisque c'est une lunette astronomique, donc vous cherchez à observer des astres, d'accord? Voilà. Et vous voulez, à la fin, générer une image à l'infini, d'accord? Résultat des courses, et ça on va compléter en fait. Ceci vous raconte que là, on est sur le plan focal image de la lentille L1, d'accord? Donc on est sur F1. Ceci vous raconte qu'on est sur le plan focal, F', pardon, excusez-moi, sur le plan focal objet de l'oculaire, F', F2. Et comme effectivement, ça doit être la même chose. Rédaction impitoyable, d'accord? Ça, vous n'êtes pas au courant. Encore une fois, ça trivialise considérablement les problèmes, d'accord? Ce formalisme-là. D'accord? Donc, dans ce cas, on a un théorème que vous connaissez déjà. Donc, le plan focal image de l'oculaire, de l'objectif, pardon, et le plan focal objet de l'oculaire sont confondus. Donc si on fait un dessin maintenant, et je pense que l'année dernière vous avez commencé par le dessin, vous avez remonté dans l'autre sens. Enfin il y a 2 ans, je ne sais pas quand vous faites l'optique. Mais... Donc si on fait le dessin, on dessine l'axe optique. Vous avez L1 ici, L2 ici. En général, pour une raison qu'on va voir extrêmement rapidement, la distance focale de L1 est très grande et la distance de L2 est petite. Mais voilà, je t'écoute. Je voulais savoir si c'était exprès pour le A', que ce soit A. Non, j'ai oublié de mettre le prix. Ok. Excuse-moi, je te remercie. Donc en gros, ici, vous avez le même point, F'1 et F2. Si on commence à mettre un peu des choses là-dessus, ça signifie que la distance ici, c'est F'1, d'accord? C'est la distance focale de votre objectif. Et ici, vous avez F'2, distance focale de votre oculaire. La somme des deux, c'est-à-dire en fait la distance qui sépare, alors ça c'est une définition, la distance qui sépare l'objectif de l'oculaire, qu'en fait ça correspond exactement à la taille de votre instrument, ça porte un nom, ça s'appelle l'encombrement. Oui, je t'écoute. Ça n'existe pas F2 comme distance. On ne confond pas les points et les distances. Ça c'est une distance et F'2 c'est la distance focale. Voilà, si tu veux qu'on l'appelle F2, c'est pas de problème. Mais dans le cours, j'ai toujours appelé F' si je ne me trompe pas, la distance focale. Voilà. Mais les deux sont jouables, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de distance focale objet et de distance focale image, c'est la distance focale tout court. Donc, la distance entre objectif et oculaire s'appelle l'encombrement. Alors,
Alors maintenant vous avez pigé, hein. Le but du jeu c'est d'avoir un instrument d'optique relativement puissant, c'est-à-dire avec un grossissement le plus grand possible, mais avec un encombrement bien entendu le plus limité possible, d'accord? Tout simplement, alors en fonction de de ce que vous voulez faire, hein. Bien sûr, si vous ne voulez pas déplacer votre télescope, vous pouvez avoir un encombrement assez élevé, vous en foutez un peu, d'accord? Mais si vous avez envie de prendre votre télescope sous le bras pour faire une petite session nocturne, bah s'il fait 15 mètres de long, c'est un peu pénible, quoi. Alors, ceci n'est pas une blague, hein. Moi, le télescope que j'ai, il fait 82 kilos. 82. Ouais. J'ai fini par arrêter de le déplacer tous les jours, quoi. Il fait quoi? Il fait 2 mètres de long. Hein? Il fait 2 mètres de long. Il fait 2 mètres, ouais, il a 2 mètres de focale, ouais. Donc voilà. C'est les moteurs surtout qui pèsent. Ça, bon, c'est une bonne bête, ouais. Ça s'amuse un peu. Néanmoins, mais c'est pas grand chose, hein. Encore une fois, le télescope de Herschel, il faisait 15 mètres, hein. Oui, oui. Donc, maison, machin, il y avait des poulies et tout, mais voilà. Et c'est pareil, le mec, il ne rentre pas dans son garage tous les soirs, quoi. Et ça coûte un certain prix aussi. Alors, le fun fact chez Herschel, donc Herschel construisait tout lui-même, en fait, ce qui coûte cher, c'est la charpente, en fait. Et donc, en fait, Herschel avait donc, il faut imaginer surtout les tailles des miroirs, en fait, donc en gros, c'est un télescope. Donc, Herschel polissait lui-même ses miroirs en cuivre, pour faire des miroirs sphériques. Et en fait, il s'avère que Herschel avait une sœur, que ses parents voulaient mettre au couvent. Et en fait, comme sa sœur était quand même un peu plus intelligente que ça, donc grosso modo, il l'a un peu sauvé de ça pour dire ça va être mon assistant. Donc en fait, les deux ont fait de l'astronomie, c'est une des premières femmes astronomes par ailleurs, la sœur de Herschel. Et la légende veut qu'elle le nourrissait de soupe à la cuillère pendant qu'il polissait ses miroirs, ce qui lui prenait en général 15 ou 20 heures par jour, quoi. Donc il lui donnait la pique. C'est rigolo. Donc voilà. Herschel, c'est le Messier anglais, quoi. C'est le même bête. C'est le même bête. Messier, je sais pas sur le matos qu'il avait, mais c'est pareil, il ne devait pas avoir. Voilà, ça devait être quelque chose, quoi. Surtout qu'à l'époque, la qualité de l'optique était trop basse, donc on compensait vraiment la qualité de l'optique par des trucs énormissimes. Donc voilà. Herschel, c'est celui qui a, petite remarque, c'est celui qui a découvert Uranus. Ouais, je t'écoute. Oui, c'est un L2. C'est L2, ouais. Il y a un petit résidu. Donc ici, que vaut l'encombrement? Tout simplement, oui. L'addition des deux distances. Ça vaut effectivement la somme des distances focales, hein, voilà. Ici, l'encombrement. Vous avez F'1, F'2, d'accord? Alors ensuite, on va faire un petit schéma assez intéressant. On va essayer de se poser la question. Donc je vous rappelle que comme vous avez un système afocal, ce qui va caractériser vos objets et vos images, c'est l'angle, d'accord? C'est leur diamètre angulaire. Ce qui va caractériser la puissance de votre instrument, c'est son grossissement, c'est-à-dire le rapport entre l'angle d'entrée et l'angle de sortie. D'accord? On va voir votre cours de la semaine dernière pour ça. Donc là, ici, on va faire un peu des petits dessins. L1, L2. Donc je prends un point quelconque, donc en fait, ce truc-là modéliserait par exemple le point extrême d'un astre. D'accord? Vous visez au centre par exemple, et donc en gros ça serait le rayon angulaire, vous visez en bas et ça serait le diamètre angulaire, et dans le principe c'est ça l'idée. Donc en gros vous avez un angle alpha ici, puis là vous avez un point que je vais appeler B infini. Question, où se coupent tous ces rayons? Prolonge le rayon qui passe par le centre, super, j'en ai un. Voilà. Alors je vais remettre F1 ici. Voilà. On projette un point, on va dire B', à fond pour l'intersection entre le rayon. D'accord. Ce point-là, et Ouais. les rayons vont tous se rejoindre par ici. Exactement. Donc en gros, hein, vous avez, ça c'est un de vos théorèmes de la semaine dernière. Tous vos rayons sont parallèles entre eux, c'est un faisceau parallèle. Et en fait, un faisceau parallèle vous donne une image dans le plan focal image. Et vous connaissez un rayon et sa marche ultérieure, donc ensuite il n'y a pas de problème. Donc en gros, tous vos rayons vont passer ici. D'accord? Vous arrivez là sur ce point. Tranquillement comme ça. Voilà. Alors, petite remarque, et ça va vous aider pour votre DM, puisque c'est la seule question que j'ai reçue ce week-end. En fait, un des problèmes dont il faut s'arracher, c'est de se dire, ah oui, mais donc ces rayons, comment ils partent après? Ça, c'est pas ça qui vous intéresse. En fait, il faut bien que vous compreniez qu'il y a un truc
extrêmement important dans l'optique, c'est de dire que, on a énormément discuté, que l'image par L1 est un objet pour L2. Donc en fait, tout se passe comme si vous aviez un point là, comme si vous avez mis une lampe là. Donc en gros, vous pouvez littéralement oublier tous les rayons précédents, même si c'est plus satisfaisant de se dire ok, ça va passer, machin chose. Vous pouvez littéralement, vous savez, bon, maintenant j'ai ce point là, et c'est un nouveau problème, vous pouvez oublier, vous pouvez même faire un deuxième dessin. En fait, vous pouvez faire un dessin juste avec L1, et ensuite récupérer ce point là, le coller en dessous, mettre L2, et vous aurez l'image de ce truc là. Ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre. En fait, il n'y a pas de continuité entre les deux. L1 vous donne un point image. Ce point image, vous pouvez littéralement le prélever, le faire sur un autre dessin en disant ça c'est un point objet. Et ça. Donc si vous avez commencé votre BM sur les lentilles à coller, c'est exactement ça qu'il faut faire, parce que sinon c'est une prise de tête pas possible. Ouais. Là, si on faisait confondre L1 et L2, il y aurait quand même ce point qui est placé ici. Ce point, il serait là, pas de problème. Il serait virtuel pour L2, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et donc en gros, en fait, ça c'est vraiment un truc important, et c'est pour ça que je fais ces exemples-là. Et je pense que justement, et je vais le faire comme ça, justement pour que vous voyez en fait comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'oublie ça. C'est fini, ça m'intéresse plus. En fait, je vais juste récupérer ce point-là, et dire ça c'est un point objet pour L2. Donc en gros, en fait, je peux littéralement, si jamais je trouve ça plus simple, alors après, vous avez le droit de faire ça sur le même dessin si ça ne vous pose pas de problème conceptuel, mais en fait, vous avez largement le droit de dire ça. Voilà, donc j'avais F'1 ici, et puis j'avais F2. J'avais un genre de point ici, on est d'accord? Voilà. Et maintenant, j'ai un nouveau problème. C'est quoi, en fait, les rayons émergents de ce point-là par là? Ok? Et je m'en fous littéralement de savoir quels rayons arrivent effectivement comme ça. D'accord? C'est vraiment, tout se passe comme si j'avais mis une petite lumière là. Et je repars dans l'autre sens. Donc on y va. Maintenant, comment je fais pour... ouais. On prend le rayon qui va passer par le centre. Comme d'habitude, on ne se pose pas de questions, on prend par le centre, et ensuite... Ensuite, on représente tous les rayons qui vont, Qu'est-ce qu'on sait, en fait? qui vont tous, Ouais, vas-y. ils vont sortir parallèles aux rayons. Pourquoi ils vont tous sortir parallèles au rayon que ça celui-là? Parce que l'image est. Parce que... Exact. Comme votre objet est situé sur le plan focal objet de L2, forcément il va générer une image à l'infini, et qu'une image à l'infini est modélisée par un faisceau parallèle. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, si vous prenez n'importe quel rayon, eh bien vous savez en fait que ce truc-là va ressortir parallèlement. Et vous voyez que je ne m'encombre pas des rayons précédents. D'accord? Vous voyez en particulier qu'avec le dessin que j'ai fait, il est quasiment impossible de trouver ce rayon-là. D'accord? Mais en fait, c'est pas grave, je m'en fous complètement. Et ça, c'est vraiment hyper important que vous compreniez que quand on dit qu'on peut casser un système optique comme une succession de systèmes, ça signifie littéralement que vous pouvez faire un système, je regarde l'image, j'oublie tout, je prends juste l'image, c'est l'objet du système d'après. Je fais une image, j'oublie tout, je prends cet objet, etc. etc. D'accord? Ça, c'est très important. Et l'angle de sortie, c'est tout simplement ce alpha prime qui est là. On est au clair là-dessus? Donc, la seule chose qui va m'intéresser dans cette histoire maintenant, c'est de calculer le grossissement, c'est-à-dire typiquement le rapport entre... C'est effectivement alpha prime sur alpha. Alors, donc, petite remarque, je vais repartir d'ici. Vous voyez le alpha qui est là? Donc, c'est l'angle entre l'axe optique et n'importe quel des rayons. En particulier, c'est aussi alpha est là. C'est clair pour tout le monde que alpha est aussi là? Oui. Alors... Donc, je le mets sur ce rayon-là, qui est le rayon qui passe par le centre. C'est aussi ce que j'ai fait là. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser une propriété des angles qui est que deux angles opposés par le sommet sont égaux. Donc, autrement dit, le alpha, vous allez pouvoir le ramener à l'intérieur de l'autre côté de votre lentille en disant que alpha, il est ici. D'accord? Et on va pouvoir faire littéralement la même chose avec alpha prime, qui est là. Maintenant, on est parti. On a. Alors, voilà comment je vous conseille de faire une rédaction propre, surtout à cause des signes. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me prendre la tête avec les signes pour l'instant. Donc, je vais juste évaluer la valeur absolue de alpha et la valeur absolue de alpha prime. Okay. Donc, ça vaut quoi la valeur absolue de alpha? Alors ça, on ne sait pas trop. Par contre, on sait qu'on est dans les conditions de Gauss. Tout simplement parce qu'on a défini un foyer, une distance locale, etc., etc.
Donc ça, vous savez en particulier que c'est la tangente de la valeur absolue de alpha. Et la tangente, maintenant que vous avez toutes et tous suivi le cours sur la trigonométrie, il n'y a plus aucun problème. La tangente, c'est quel côté sur quel côté? Le côté opposé sur le côté adjacent. Vous remarquez que ici, alpha, le côté opposé, c'est ce truc-là. D'accord? Et le côté adjacent, c'est ce truc-là. Alors ce truc-là, je vais lui donner un nom, je peux l'appeler AB par exemple, puisque c'est des points finis, d'accord? AIBI si vous voulez mettre image intermédiaire, enfin faites un peu ce que vous voulez, d'accord? Et ce AB, je le retrouve là, par ailleurs. Vous remarquez que A, c'est aussi F'1, c'est aussi F2, enfin, tout ça, c'est les mêmes points. Donc, tangente alpha, ça va être AB divisé par cette distance-là, et cette distance-là, ça a le bon goût d'être O1, ouais, enfin, c'est F', ok, d'accord. Donc ça, c'est tout simplement AB sur F'1. Vous voyez que je ne me pose pas de question de signe, je ne mets aucune grandeur orientée. Je prends juste littéralement, là je fais de la trigonométrie niveau 3e, juste avec des choses qui sont positives quoi qu'il arrive. Et je vais faire la même chose avec alpha prime. Je sais que la valeur absolue de alpha prime, c'est la tangente de la valeur absolue de alpha prime, aucun problème. Et ça va être quoi? Ça va être AB sur F'2, d'accord? Bon, bah une fois qu'on a fait ça, c'est pas extrêmement compliqué. Ce qu'on va pouvoir évaluer pour l'instant, c'est la valeur absolue du grossissement. Vous êtes d'accord? Donc, la valeur absolue de G, qui par définition est la valeur absolue de alpha prime sur alpha. Et dans ça, en fait, si vous faites le rapport, vous voyez que AB disparaît de cette histoire-là. Et on trouve en fait que c'est tout simplement, si je dis pas de conneries, F'1, je connais par cœur, je ne sais pas pourquoi je me pose la question, F'1 sur F'2. Vous êtes d'accord? Donc en gros, quand vous avez un télescope, votre intérêt, c'est d'avoir le F'1 le plus grand possible et le F'2 le plus petit possible. Sachant que plus vous allez augmenter F'1, plus vous allez augmenter l'encombrement. En fait, de façon extrêmement curieuse, un objectif qui serait constitué d'une vitre serait probablement le meilleur objectif qui soit. Sauf que vous aurez un télescope de taille infinie. Puisque, forcément, vous devez aller récupérer. En fait, les objectifs sont en général extrêmement peu convergents. D'accord? Et voilà, ça va dépendre de l'encombrement en fait que vous souhaitez. F'2 au contraire doit être le plus petit possible. Le problème c'est que plus on va réduire F'2, plus on va rendre les lentilles épaisses, plus on rend les lentilles épaisses, et moins, plus vous sortez rapidement des conditions de Gauss, donc plus vous avez des images dégradées. D'accord? Donc il y a un compromis à trouver dans cette histoire-là entre l'encombrement, la qualité de l'image et le grossissement que vous voulez avoir à terme. D'accord? Voilà. Donc voilà le principe. Alors, on n'a toujours pas le grossissement par ailleurs, on n'a que la valeur absolue du grossissement. Et en fait, là, le raisonnement il est relativement simple. Le schéma ici vous montre que le grossissement est de quel signe? Négatif, parce que alpha et alpha prime n'ont pas le même signe. D'accord? Donc là, c'est relativement simple. Le schéma montre que G est négatif, ce qui signifie que G vaut l'opposé de la valeur absolue, de sa valeur absolue. C'est par principe. Donc, G est égal à moins F'1 sur F'2. Faites-le vraiment comme ça, parce que c'est... Je trouve que c'est plus facile, en fait, plutôt que de se prendre la tête ici, se dire, attends, si je prends AB positif, là, alpha est positif, enfin, d'accord, de le faire au milieu. Faites tout en valeur absolue jusqu'au bout. De toute façon, que vous ayez du dessin maintenant, ou vous ayez du dessin tout à la fin, ça revient littéralement même en termes de validité de l'argument. Donc moi je préfère le faire intégralement en valeur absolue et à la fin dire ok, visiblement ça a l'air négatif, donc il y a un moins dans cette histoire. On est d'accord? Voilà, ça c'est plutôt pratique. Voilà, super. On est d'accord là-dessus? Donc après il y a plein de choses à raconter sur la lunette astronomique, vous en avez quelques exercices sur le sujet dans votre planche d'exercice. Voilà, mais bon, ça c'est déjà la base. Donc ça vous devez savoir faire ça sur le bout des doigts. Et faites attention, vous devez savoir faire ça proprement, c'est-à-dire pas avec vos souvenirs de première où on partait du fait que les deux 6 foyers étaient confondus. Et ensuite on retrouvait le reste, mais dans l'autre sens, d'accord? C'est-à-dire trouver le but en fait de cet instrument et essayer de retrouver pourquoi c'est donc construit comme ça. D'accord? On est d'accord là-dessus? Donc on va commencer dans les 10 dernières minutes, dans les 10 minutes qu'il nous reste, le paragraphe 2 sur l'œil humain. D'accord? On va regarder un peu comment ça se passe.
Voilà. Je t'écoute. Oui, tout à fait. C'est au grossement négatif, oui. Droite, ouais. C'est ça, tout à fait. Exact, c'est pour ça qu'on appelle ça une longue vue par ailleurs. Parce qu'effectivement, pour un grossissement, c'est vachement plus grand que voilà. Oui. Et d'ailleurs, si tu as appris, excuse-moi, je complète, si tu as appris ton cours de vendredi, tu sais que l'encombrement minimal que tu vas rajouter, c'est 4 fois la distance focale de ta lentille au milieu. Parce il faut récupérer, voilà. Donc ça paraît pas, ça fait beaucoup en fait. Hein. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles ils l'ont vu, c'est longue vue, voilà, c'est écrit dans la définition. Peut-être avec une autre construction, mais normalement, sur le schéma, si on voulait placer l'œil, on ne devait pas le faire, comment le dire, enfin, les rayons qui ressortent à l'infini, on les faisait prolonger en pointillé, on mettait l'œil en dessous. Il me semble. L'œil est là, théoriquement. Ah oui, non, C'est l'objet qu'on peut-être considère l'objet en bas. Oui, en fait, effectivement, ce que ça te raconte, c'est que si jamais tu regardes un objet, d'accord, imagine c'est l'horizon, ça, voilà. Ça, c'est ton objet, ou le haut de ton objet, si tu veux, d'accord. Ça signifie que pour l'œil, tu verras les rayons qui viennent d'en haut. Ici, effectivement, les mêmes rayons qui correspondent à ce truc-là, tu vas les voir venir d'en bas. Ça, c'est la manifestation que ton système, il est inversé. C'est une symétrie centrale, en fait. Où est-ce que l'œil voit l'objet? Voilà, c'est ça. Donc, il est vers le bas parce qu'effectivement, les rayons, pour ton œil, tu as l'impression que les rayons viennent du bas. Voilà, c'est ça le principe. Et ça, c'est relativement clair. Enfin, je veux dire, les petites remarques, les photos que vous voyez qui sont particulières par la NASA sont renversées. Elles sont re-renversées dans l'autre sens pour que ça ait la tronche que ça aurait si jamais vous aviez des yeux bioniques. Enfin, voilà quoi. Oui. Après, est-ce que c'est vraiment utile de renverser par exemple Mars? Ah, mais de toute façon, non, ça n'a aucune personne qui fait de l'observation astronomique, mais une lentille au milieu pour faire ça parce qu'on va perdre énormément en champ, on va perdre énormément en qualité, on va perdre énormément en lumière, juste pour le plaisir d'avoir un truc dans le bon sens alors que c'est un truc rond, de toute façon on s'en fout, et qu'il n'y a pas vraiment de haut et de bas dans l'espace en fait, de toute façon. Donc en gros, On n'a même pas de coup. ouais. On va utiliser sur un logiciel, sur une photo. Oui. On pourra la renverser après en forme. Ah bah ça, de toute façon, une fois que tu as une image, je sais pas si c'est bien ça sur Windows, quoi. Enfin voilà. Faire une rotation de 180 degrés sur une image, c'est pas, enfin, une version comme ça, c'est pas du tout un problème ça. D'ailleurs, je dis une connerie, mais non. D'ailleurs, de toute façon, sur un capteur, cette image est forcément inversée. Parce que l'inversion, elle est due à la première lentille, en fait. Votre objet là, il est déjà la tête en bas, en fait. C'est-à-dire que si ça, t'appelles ça le haut, bah, là, tu vois que le haut, il est en bas. Alors, l'œil humain. Donc, grosso modo, un œil humain, un œil, c'est relativement facile à... Je t'écoute. J'ai pas... alors, ceci n'est pas un résultat direct de cours, en tout cas. Vous êtes censé savoir leur démontrer rapidement. Bon, après, ça se fait de coup de cuillère à peau, ça. Voilà. L'œil humain. Alors, il y a plein... Bon, bien sûr, il y a plein de choses dans l'œil, c'est pas très compliqué, mais en fait, la modélisation la plus basique de l'œil humain est la suivante. Donc, on modélise basiquement l'œil humain de la façon suivante. Donc, on modélise comme un système optique centré. Vous avez un capteur dans le fond, qui est en fait votre rétine, d'accord, voilà. Et vous avez deux choses. Vous avez votre cristallin ici, d'accord, qui est modélisé par une lentille convergente. Donc ça, c'est le cristallin. Et en fait, devant votre cristallin, vous avez un diaphragme, d'accord, qui est en fait votre iris. L'intérieur de votre iris, enfin votre pupille, quoi. Voilà. Ça, grosso modo, c'est la pupille. Le truc noir, quoi, par lequel la lumière passe. Vous le savez probablement, la pupille est un organe adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction de la luminosité auquel vos yeux sont exposés, elle va s'agrandir ou se rétrécir, d'accord, en fonction des diverses choses. On est d'accord là-dessus? Voilà.
Alors l'idée est relativement simple. En fait, il s'avère que la nature a du mal à fabriquer des objets qui marchent par translation. En fait, si vous regardez, en général, dans le vivant, vous n'avez pas de translation. Vous n'avez pas de trucs sur un rail ou de machin truc comme ça qui font zoom zoom. Ça n'existe pas trop. La rotation, ça marche bien, d'accord. Voilà, truc comme ça. Mais des objets qui font des translations, c'est un truc assez simple en mécanique, mais assez compliqué dans le vivant. Et donc en gros, en fait, vous savez que si jamais on bouge l'objet par rapport à l'œil, ben en fait, si vous approchez l'objet de l'œil, par exemple, comme c'est une lentille convergente et que vous avez appris votre cours de vendredi, vous savez que l'image va avoir tendance à reculer. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous reculez la rétine pour récupérer l'image nette, d'accord? Mais ça, en général, on ne fait pas ça. On ne fait pas de mouvement de translation. Donc en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est en fait changer la distance focale de votre lentille. Donc l'idée, en fait, c'est que la réponse de l'œil, ça va être que quand vous allez rapprocher l'objet, votre image va se reculer et vous allez en fait rapprocher le foyer image pour en fait redécaler votre image sur la rétine. Et c'est ça l'effort musculaire. En gros, vous allez tout simplement compresser votre cristallin il va gonfler, et donc vous allez diminuer la distance focale en faisant ça. Donc le principe, notez pas, enfin on fera ça jeudi, hein, d'accord. Le principe est le suivant, quand vous avez un objet à l'infini, en fait cette distance-là, c'est la distance focale au repos de votre œil. Et quand, donc là, les images vont se former sur la rétine sans problème. Et quand vous allez rapprocher votre objet, votre cours sur les lentilles convergentes vous raconte que l'image va commencer à foutre le camp. D'accord? Et en fait, grosso modo, ce que vous allez faire, c'est rapprocher le plan focal image en diminuant la distance focale, c'est-à-dire en faisant gonfler votre lentille, pour en fait que l'image clique aille se remettre ici. Ceci a une limite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déformer votre cristallin à volonté, et donc il y a un moment donné où en fait votre objet est trop près, d'accord, ce qu'on appelle le punctum proximum, d'accord. En général, on estime ça à 20-25 cm. Il y a un moment donné où en fait, vous n'arriverez plus à accommoder tout simplement, et donc votre image en fait va foutre le camp derrière et vous verrez un truc flou quoi qu'il arrive. Vous n'arrivez pas à faire l'effort musculaire pour faire ça. Voilà. Ouais. Ça marche un peu de la même façon pour un appareil photo. Ah, un appareil photo. Alors non, justement non. Un appareil photo, l'écran est fixe et tu vas déplacer ta lentille, mais les lentilles dans un appareil photo ne changent pas de distance focale. Là, tu fais de la translation. Là, tu as une roue dentée et tu fais le truc, et là, tu fais de la translation. Aussi jusqu'à un certain point, pour exactement les mêmes limitations. Là, c'est plutôt pour des limitations d'amplitude de ta translation. Mais il faut bien comprendre qu'un œil et un appareil photo, dans le principe, c'est la même chose. Mais par contre, la réponse adaptative n'est pas la même. Un appareil photo, tu vas déplacer ton film par rapport à ta lentille, si on veut. En général, c'est la lentille par rapport au film, mais ça, c'est une question de point de vue. D'accord ? Alors que dans l'œil, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas reculer ou avancer ton capteur. Donc en gros, tu vas déformer ta lentille pour qu'elle soit plus ou moins convergente. Alors pour les téléphones, théoriquement, tu as une petite adaptation qui se balade quelque part. Ça ne doit pas être foufou. Mais c'est d'ailleurs une des raisons. Alors, il faut beaucoup se méfier. Hein. En fait, il y a un zoom numérique et un zoom optique. Alors je crois que sur les iPhones, tu peux rajouter un zoom optique et il y a peut-être un tout petit zoom optique qui se balade. Mais sinon, en fait, sur un téléphone, si tu as un téléphone comme moi qui, par contre, est de mauvaise qualité en termes d'appareil photo, tu zoomes pas. Littéralement, tu zoomes pas. D'accord ? Tu agrandis. Et en fait, essayer de prendre une photo très près avec un appareil photo, c'est horrible, en fait. En général, ça se passe pas bien. En gros, vous prenez quand même que des photos avec des objets assez loin. Et en fait, vous avez un zoom optique avec un déplacement, mais qui est extrêmement faible. Parce que, grosso modo, imaginez, dans un appareil photo, la distance focale, ça doit être ça. Hein. Ça doit être quelques millimètres. D'accord ? Parce que sinon, Donc quand vous prenez à l'infini, vous avez cette image-là, et quand vous allez vous rapprocher, vous avez grosso modo quasiment à l'infini, vous ne bougez pas énormément en termes de focalisation. Donc votre appareil photo va être capable effectivement de faire des focus extrêmement sensibles, avec vraiment des déplacements qui sont de l'ordre du micron, pour le coup. Mais c'est pareil, dans un appareil photo, tu peux pas... sinon ça sort de l'appareil photo, littéralement. Voilà. Et après, c'est terminé. Et après, tu as le fameux zoom optique, mais le zoom optique... le zoom numérique, mais le zoom numérique, c'est juste dégueulasse. Enfin, c'est du paint un peu amélioré, quoi, globalement. Donc on écrira tout sur l'œil humain jeudi et on finira sur l'appareil photo et on aura terminé l'optique jeudi.